Bonjour à tous. Donc on enchaîne après le métaverse, un autre sujet stimulant. On est ravis de vous retrouver et de prolonger ce riche programme de conférences pour cette table ronde qui va être consacrée à la question des données et à la question des nouveaux usages dans la santé. Alors j'ai le plaisir d'accueillir nos trois intervenants distingués que je vais me permettre de présenter en quelques secondes s'ils m'y autorisent. Je vais commencer par Isabelle, Isabelle Laforgue, qui est directrice digitale, transformation, innovation chez AstraZeneca France, sauf erreur de ma part. Bonjour Isabelle. À ma droite, Franck Lewey, qui est le CEO de l'IFON, selon des rumeurs concordantes. Et Stéphane Tollander, qui est coordinateur de la commission santé numérique chez France Biotech, ce qui n'est qu'un des aspects de ses nombreux talents. Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je ne vais pas forcément faire une introduction longue sur ce sujet-là. Je pense qu'on va passer ensemble en revue les questions qui sont posées dans ce champ. Simplement, je voudrais peut-être qu'on commence la discussion en partant de ce qu'on peut attendre de ce sujet. On parle tous beaucoup des données. Je pense que depuis hier, vous avez eu l'occasion les uns et les autres d'entendre beaucoup de choses. Les données de santé, leur exploitation, leur utilisation à des fins et de recherche et de soins. Vous avez tous compris, je crois, que derrière ces questions de données, il se joue quelque chose qui est la construction de l'avenir de la médecine et de l'avenir de la prise en charge des patients. L'objectif aujourd'hui dans cette table ronde, c'est de regarder ensemble ce qu'on peut attendre réellement de cette transformation, comprendre aussi les questions qu'elle pose et comprendre quels sont les sujets, les obstacles qu'il va falloir que collectivement on puisse surmonter pour aller au bout de ce chemin. Voilà, donc on va essayer de faire en 45 minutes, enfin un peu moins, ce cheminement complet. On espère être au rendez-vous, on espère que vous serez indulgents si nous ne le sommes pas. Voilà, mais on va essayer de faire ce cheminement. Et du coup, pour commencer, la première question que je poserai à mes trois intervenants préférés et présents, c'est de nous donner chacun un exemple de ce que les données en santé, ce que l'usage des données de plus en plus nombreuses peut rendre possible demain. À quoi ça va ressembler demain la médecine et le soin? Qu'est-ce que ça va changer, l'usage des données? Et n'hésitez pas, il est quasiment 2 heures, donc il faut réveiller les foules, à nous faire rêver autant que faire se peut. Et Isabelle, je vous laisse commencer, puisque vous avez attrapé le micro. Merci. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire rêver, mais je vais déjà répondre à la question de qu'est-ce que la promesse de la donnée de santé dans 5 ans. Dans 5 ans, en disant quand elle se matérialisera, et c'est quand même assez proche de nous. Pour répondre à cette question, moi, l'illustration que j'en donnerai, c'est la promesse. C'est dans X années, sur une consultation entre un médecin et un patient qui dure 15 minutes, on a 3 minutes qui sont consacrées au diagnostic parce que la donnée est disponible, parce qu'elle a été mise à disposition du professionnel de santé avant la consultation, parce qu'il y a des outils d'analyse, de prédiction qui ont pu analyser ces données, parce que l'entièreté de la donnée du patient était disponible. Bref, il y a toute une phase d'analyse, de prospection qui a été faite avant ou qui se fait dans l'instant, qui permet en 3 minutes d'apporter cette aide au diagnostic au médecin, qui fait que dans les 15 minutes de la consultation, ensuite il y en a 12 qui sont consacrés aux soins, qui sont consacrés à la discussion entre le professionnel de santé, entre le médecin et son patient, entre c'est quoi votre maladie, c'est quoi votre traitement, comment ça va se passer. Voilà, nous chez AstraZeneca, on travaille beaucoup sur des maladies chroniques. Et donc, une maladie chronique, ça veut dire que toute sa vie, on va devoir vivre, observer un traitement. Et que ça, c'est une part importante du soin. Là où, aujourd'hui, le diagnostic, c'est important le diagnostic aussi. Et ça peut prendre du temps aussi et faire partie d'une vraie souffrance pour le patient. Mais voilà, pour moi, la promesse de la donnée de santé, quand elle aura accompli toute sa réconciliation, sa complétude et que les outils seront là pour l'exploiter, c'est de redonner du temps à la relation entre le patient et le médecin et du temps aux soins. Merci Isabelle. Franck, tu veux le faire rêver un peu? J'espère. Déjà, la donnée, quand on parle de données, on parle rapidement de digital. Et la promesse de la e-santé, elle est énorme parce qu'on voit que on a une capacité de soins qui est finie et pourtant une demande de soins qui ne fait que s'accroître. Et donc, si on veut pouvoir prendre en charge les patients
à distance, notamment via des parcours de télésurveillance, etc. Tout ça, c'est de la donnée qui doit être synchronisée entre la ville, l'hôpital, entre tous les intervenants du parcours de soins. Donc ça, c'est évidemment c'est essentiel. Après, il y a l'usage de la donnée. On peut en prendre, imaginer plein d'autres. Il y a comment arriver à mieux anticiper l'arrivée des patients à l'hôpital. Si j'arrive à mieux organiser l'hôpital, parce que je sais que voilà, je vais avoir un pic de patients en telle spécialité dans 15 jours, parce que voilà, j'ai pu analyser et je peux mieux me préparer, etc. Ça va être important du coup pour mieux organiser l'offre de soins. Après, il y a aussi la donnée qui est utilisée pour la recherche. Voilà, donc en fait, il y a plein de... Je pourrais en parler longtemps, mais il y a plein de choses qui sont essentielles. Et donc, il faut qu'on arrive à libérer cette donnée, évidemment, avec tout le cadre réglementaire et déontologique qui va bien, mais pour qu'elle soit utilisée au mieux pour nous tous, soignants, et patients et systèmes de soins. Avant de donner la parole à Stéphane, juste pour rebondir sur ton exemple, une des choses qu'on a appris à faire pendant le Covid, au fur et à mesure des vagues, c'est à mieux anticiper l'arrivée des vagues suivantes. Et il y a eu tout un travail de modélisation scientifique qui s'est fait, mais même à l'échelle hospitalière, on avait des indicateurs avancés qui nous ont permis assez vite, au fond, après la première vague, pour la deuxième et la troisième notamment, voir mieux arriver les choses, anticiper un peu mieux et pas se retrouver comme en première vague à réagir comme on le pouvait. Stéphane ? Je rebondis peut-être sur la partie vague Covid. On sait qu'il y a eu une explosion des enjeux de santé mentale, en particulier post-pandémie. On a une explosion des maladies chroniques. On a encore une population qui agit, donc de fait des cas de cancer qui augmentent. Et donc la promesse finalement de la donnée de santé, c'est de quoi ? C'est de pouvoir prédire, de pouvoir anticiper le plus possible, pouvoir détecter plus tôt l'apparition de cancer, détecter et prédire l'évolution des maladies chroniques, faire en sorte que les stades les plus précoces dans un certain nombre de maladies chroniques n'évoluent pas vers les stades les plus graves, parce qu'on sait que traiter quand c'est grave, c'est plus coûteux et plus dangereux pour le patient que d'anticiper et de traiter quand c'est encore émergent. Et c'est vrai donc pour la santé mentale, c'est vrai pour les maladies neurodégénératives. Donc l'idée de la donnée de santé, c'est d'être capable de produire des modèles et de diagnostic et de prédiction qui permettent de prendre les maladies au plus tôt et de pouvoir agir, soit avec évidemment du médicament, soit aussi avec des solutions numériques pour pouvoir accompagner le patient de la façon la plus fine, de la façon la plus personnalisée, à la fois pour optimiser son état, faire en sorte peut-être même qu'il guérisse, tout en réduisant aussi la charge sur la société et sur les coûts de l'assurance maladie. Merci beaucoup à tous les trois. Alors ça, c'est la promesse. Je peux porter témoignage de l'intérêt, et plus que de l'intérêt, de l'enthousiasme, en particulier des jeunes générations de soignants, de médecins, les internes, les jeunes chefs de clinique, pour ces questions-là. Enfin, je pense qu'il y a une conscience collective évidente du fait qu'il se passe quelque chose, et ça motive beaucoup les jeunes soignants. C'est important pour nous aujourd'hui, à un moment où l'enjeu principal de l'hôpital, c'est de réussir à conserver ces infirmières, ces médecins, dans un contexte de tension qui est importante. On aura noté au passage, Isabelle, votre amour de la grande maxime de Peter Parker. Donc c'est Spider-Man qui a fait retour dans la discussion. Le grand pouvoir impliquant de grandes responsabilités. Franck, est-ce que tu as un grand pouvoir et de grandes responsabilités ? Je ne sais pas, en tout cas, je pense qu'un des obstacles qui n'a peut-être pas encore été mentionné, c'est le fait que déjà la médecine est extrêmement complexe et que vous mettez deux médecins de la même spécialité dans la même salle, c'est pas forcément, ils vont pas forcément utiliser les mêmes mots ou se comprendre exactement. Donc le sous-jacent de la médecine est une complexité inouïe. Et donc quand on dit voilà une donnée de santé, par exemple si je vous dis le poids, qu'est-ce que c'est le poids ? Est-ce que c'est le poids à jeun, le poids le matin, le soir, les micro-variations de poids à la seconde près ? Donc en fait, déjà il y a une question de sémantique. Quand on définit une donnée de santé, c'est qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là ? Est-ce qu'elle est collectée dans les mêmes, avec les mêmes dispositifs ? Est-ce que mon poids collecté avec la balance A et la balance B, est-ce que c'est le même poids, etc. Donc on voit qu'il y a, au-delà des questions d'accès, de structuration qui sont des enjeux extrêmement élevés, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on met derrière la donnée, évidemment. Donc on a essayé tous les autres enjeux. Donc c'est pas une mince affaire en fait la donnée de santé. Et pour revenir sur ce que tu dis et laisser le temps à Stéphane de préparer sa réponse, comme à l'habitude, je voudrais juste donner un exemple que je trouve assez amusant.
Quand je suis arrivé à la PHP, j'ai entendu tous les médecins dire du mal d'Orbis. Quand vous croisez un médecin, en général, il vous explique qu'Orbis, c'est compliqué. Orbis, c'est notre dossier patient de l'AP, qui est un logiciel dans lequel on investit des sommes importantes, qui a des qualités, des défauts. Et donc, je me suis dit, au début, de manière un peu naïve, il y a un sujet Orbis. Et puis, quand j'ai regardé un peu la littérature, notamment à l'étranger, je me suis rendu compte que partout dans le monde, les médecins détestent leur dossier patient. Quand vous regardez les publications, notamment aux États-Unis, y compris avec le dossier patient qui s'appelle EPIC, vous avez en fait une espèce de rejet assez profond des dossiers patients. Je pense qu'un des éléments qu'il y a derrière ça, c'est ce que tu disais à l'instant, Franck. Un dossier patient, ça oblige à adopter un langage commun. Ça oblige aussi, pour chaque spécialité, chaque soignant, parfois de renoncer un peu à un certain nombre de particularités de ses prises en charge, de son vocabulaire, d'accepter de normer l'activité. Or, l'activité de soins, c'est une activité qui se prête à la fois très bien et très mal à ça, les deux à la fois. Et il y a une vraie dimension propre à chaque service, à chaque soignant. Il y a des traditions qui existent. Et donc, réussir à prendre en compte cette dimension-là, pas donner le sentiment aux soignants que quelque part la normalisation, elle se construit contre leur exercice, je pense que c'est un des enjeux qui est important et qui permettra de redonner un peu d'amour du côté des DPI. Stéphane, tu as eu le temps de réfléchir à ta réponse pendant ce temps-là et je te donne la parole. Oui, je ne rebondirai pas du coup sur l'amour des DPI, mais parce que je pense qu'il y a effectivement un enjeu d'usage, mais un enjeu d'adoption. Et cet enjeu d'adoption par les professionnels de santé et par les patients de solutions qui émaneront de l'utilisation des données de santé et de développement d'applications dans tout genre qui nous permettront de répondre aux promesses évoquées en début de discussion. Quelles sont les barrières à l'adoption ? Je pense qu'il y a la formation des professionnels de santé et leur acculturation à ces technologies, faire aussi en sorte qu'ils n'aient pas peur d'être remplacés par des algorithmes, notamment à base d'intelligence artificielle. Et je pense qu'on a tous vu ces derniers temps les progrès immenses, en tout cas un exemple des progrès immenses de l'intelligence artificielle avec ChatGPT et tous les agents conversationnels qu'on voit arriver. Et donc, on sent bien qu'il y a des métiers qui vont être remplacés, ou en tout cas qui ne vont pas pouvoir se pratiquer de la même manière. Donc déjà, accompagner les professionnels de santé en leur disant attention, là vous avez des nouveaux outils qui arrivent. Donc c'est l'enjeu de formation et d'usage dont tu parlais. Faire en sorte que ces nouvelles briques technologiques puissent s'intégrer correctement dans l'écosystème d'applications qui sont déjà utilisées notamment à l'hôpital et dans les dossiers patients informatisés qui sont complexes et dont de se connecter avec ces dossiers patients reste particulièrement difficile. Là, vous avez des enjeux d'adoption ou d'usage numérique classique. Et il y en a un qu'il faut quand même qu'on évoque, qui est celui de la prise en charge par le payeur. C'est-à-dire, au final, qui est-ce qui paye pour ce type de solution ? En France, et en tout cas dans les systèmes tels que le nôtre, c'est souvent l'assurance maladie qui prend en charge ce type de solution. En tout cas, s'il y a un impact clinique, c'est l'assurance maladie qui a vocation, ou d'autres assurances ou des complémentaires qui ont vocation à prendre ça en charge. Et si vous n'avez pas de modèle économique en sortie, alors vous n'aurez personne pour payer les jeux de données, personne pour faire la recherche, personne pour finalement récompenser tous ceux qui s'investissent dans toute la chaîne qu'on évoquait tout à l'heure. Donc un des enjeux critiques pour que tout ça marche et qu'on arrive aux promesses dont on parlait tout à l'heure, c'est bien qu'on ait les payeurs, et en particulier les payeurs publics, qui décident de prendre en charge ces nouveaux dispositifs, en particulier quand il s'agit de dispositifs médicaux numériques, et de se dire là on a un modèle qui est vertueux et où, parce qu'il y a de l'argent en aval, alors toute la chaîne, jusqu'à la chaîne la plus amont de structuration de cette donnée, peut exister. Merci beaucoup Stéphane. On arrive même au terme de cette conférence et de cet échange. Merci infiniment à tous les trois pour y avoir participé. Peut-être un tout petit mot de conclusion pour se dire, finalement on a tous un risque, c'est que ces sujets-là sont à la fois importants et compliqués, parce qu'ils sont compliqués pour un ensemble de raisons qu'on a évoquées, ils sont pleins de promesses pour les raisons qu'on a évoquées aussi. Le risque de tout ça, c'est de nous faire oublier à la fin que l'ensemble de ce système, il est construit à partir des patients et pour les patients. Et un de nos enjeux, c'est d'être capable en permanence de lever un instant la tête et d'être capable d'échanger, de continuer à échanger avec tous ceux qui acceptent de partager leurs données de santé
avec des professionnels et au-delà, et de construire ces usages ou ces solutions à destination des patients. C'est-à-dire, comme ça a été très bien dit, on ne fait pas de la tech, on ne fait pas des objets pour faire des objets, on ne fait pas des marteaux parce qu'il y a des clous. On essaie de construire quelque chose qui, à la fin, va changer le visage du soin pour les patients que nous sommes, que vous êtes, que nous sommes tous. Et il faut qu'on le fasse, parce que le sous-jacent de tout ça, c'est la confiance, encore une fois. Si on n'est pas capable de démontrer que ce qui est fait de manière rigoureuse, dans le cadre qui est proposé, si on n'honore pas la confiance qui est placée en nous, à la fin, tout ça pourrait échouer lamentablement, ce qui ne se produira pas grâce à la mobilisation de tous. Voilà, merci infiniment à vous. Très bonne fin d'après-midi. Merci de votre attention. On espère qu'on a été minimalement intéressant. Et à bientôt.